parole à Fia Daï-Neveu qui va nous parler de la lutte des travailleurs du sexe pour la reconnaissance de leur travail et du travail sexuel gratuit. Oui, ok. Bonjour mesdames. Premièrement, j'aimerais m'excuser parce que même si le tiers des travailleuses et travailleurs du sexe ne sont pas des femmes cis, ma prise de parole sera d'une décevante hétéronormativité. Par contre, je vous invite fortement, si vous le voulez, si vous êtes intéressé à connaître les conditions de travail, les enjeux liés aux personnes trans, aux homosexuels, à me poser des questions. J'ai les outils, les connaissances nécessaires pour en parler. J'ai juste pas le temps dans ma présentation, malheureusement. Ensuite, j'ai décidé, vu le temps limité, de me concentrer sur la définition du travail sexuel, parce que je pense que je peux passer 10 minutes là-dessus. Par contre, je vous invite fortement aussi à me poser des questions sur les grèves, grands mouvements et sur l'organisation des travailleurs et travailleuses du sexe dans le monde, parce que j'ai aussi les chiffres, dates et outils pour répondre à ces questions-là après. Et dernière chose, avant de commencer ma prise de parole, ma présentation se veut accessible à toute personne, même non universitaire. Donc, si à un seul moment, j'utilise un terme que vous ne comprenez pas, je vous invite fortement à m'interrompre, à lever la main et à demander. Je trouve que nous devons lutter contre le fait de rendre nos présentations hermétiques et que dans un souci d'inclusivité de toute la salle, nous devons parfois s'arrêter et expliquer un terme. Donc, je me lance. Pardonnez ma nervosité. OK. Je vais essayer dans les prochaines minutes de vous démontrer que les travailleuses du sexe ne sont pas un groupe autre, mais font partie d'un éventail très large de modèles relationnels où vous vous situez, vous aussi. Donc, de quoi vais-je vous parler? De travail sexuel. Pour rester dans la lignée de ma collègue Madame Robert, je vais vous parler d'un travail assez banal au final. Un travail que l'on accomplit sans réellement y penser, à la maison. L'obligation pour les femmes d'être désirables, épilées, maquillées, disponibles sexuellement. Ou plus explicitement, s'épiler les sourcils, les jambes, le pubis, se maquiller, se teindre les cheveux, porter des souliers inconfortables parce que beau, la pression de devoir offrir des rapports sexuels à nos partenaires, la pression d'offrir des rapports sexuels diversifiés et d'être dans une performativité de notre séduction et de notre sexualité. On décrit la prostitution comme le plus vieux métier du monde. Mais si vous me permettez, je crois être en désaccord. Selon moi, le plus vieux métier féminin du monde, c'est d'être épouse. Des courtisanes, en passant par les geishas, les danseuses, les masseuses, les saloon girls, les danseuses du ventre, les webcam girls, les actrices porno, les péripatéticiennes, il existe depuis plusieurs siècles des femmes qui vendent la séduction, l'accompagnant parfois de sexualité, parfois non. Au final, elles vendent le fait de se soumettre aux normes de beauté et mettent un prix sur la douleur et le temps qu'exige ce que la société essaie de nous présenter comme étant non seulement la norme, mais carrément des soins pour le corps. Le travail reproductif gratuit et le travail séductif des femmes est dénoncé depuis extrêmement longtemps par les féministes. Mais il est très peu considéré comme un travail rémunéré, alors qu'il est très facile de voir et comprendre pourquoi investir du temps, de l'énergie et de l'intégrité corporelle peut permettre une ascension sociale, un gain de reconnaissance et servir entre autres à percevoir des promotions ou à chercher un partenaire financièrement plus aisé. C'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle les femmes se maquillent et se soumettent aux normes strictes d'esthétique. Pour démontrer faire partie d'une certaine classe sociale et d'un certain niveau de vie. Le fait de refuser de se maquiller et de s'habiller en pantalon de jogging n'est-il pas associé à la négligence et la pauvreté? Dans son essai « Du don au tarif », puis dans son livre « La grande arnaque », Paulette Abbey explique pourquoi il est très difficile de différencier le travail sexuel des femmes de la prostitution. Et pourquoi le terme prostitution n'est au final qu'un terme permettant de contrôler la sexualité et les moyens de survie des femmes, et d'énoncer des règles sur la façon dont cette sexualité et ses moyens de survie doivent être tarifés. Un exemple frappant est le rapport à la sexualité dans l'espace public. Si des hommes abordent des femmes pour leur proposer un rapport sexuel, la société considère ceci comme de la drague, plutôt de mauvais goût certes, mais loin d'être criminel. Par contre, si une femme aborde un homme pour lui proposer un rapport sexuel, elle peut être emprisonnée dans de très nombreux pays pour sollicitation. Un autre exemple frappant
est la façon dont les lois sur la prostitution servent à contrôler les déplacements des femmes, particulièrement des femmes du sud vers le nord. En quoi ces femmes sont nuisibles à la société? Le contrôle d'une partie du spectre économico-sexuel, allant du mariage à la prostitution. Dans ce cas-ci, la prostitution, plus précisément, ne sert au final qu'à faciliter l'expulsion des femmes migrantes sous le prétexte soit de les protéger elles-mêmes, soit de protéger la collectivité contre des femmes ayant une mauvaise moralité. Fun fact, petite parenthèse, j'ai une quinzaine d'amis qui, dans les 2 derniers mois, se sont vus refuser l'accès aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les douaniers ont fait de la reconnaissance faciale et ont réalisé qu'elles étaient travailleuses du sexe. Deuxième fun fact, sur les visas d'étudiantes étrangères, il est écrit explicitement « Vous ne pouvez pas faire de travail du sexe le temps de votre séjour au Canada ». Parlant de contrôle des femmes, peut-on parler du mot pute? Ou plus précisément, du stigma de la putain. Traiter les femmes de putes, les assimiler à un travail jugé illégitime, permet de les contrôler autant dans l'espace public que dans leur façon de se comporter ou de s'habiller. Qui a déjà eu peur de sortir de chez soi parce qu'il pensait « Hey, je suis habillée comme une pute » ou parce qu'il s'est fait dire « Tu es habillée comme une pute ». Une pute sera ainsi une femme seule de nuit à un arrêt de bus, une femme vêtue d'une mini-jupe, une femme ayant plusieurs partenaires sexuels. Ah, je m'excuse. Une femme ayant un enfant sans père, une migrante seule la nuit, etc. Au final, une femme refusant de se conformer au fait d'être disponible sexuellement sur demande pour les hommes, mais sans l'afficher ouvertement, et non pas selon ses propres désirs, mais selon les désirs de son partenaire. À ce sujet, Virginie Despentes considère le travail sexuel comme une révolution. Effectivement, les putes sont les femmes qui mettent un prix clair sur ce que la société exige que l'on donne gratuitement. D'ailleurs, si on y réfléchit bien, qui ici n'a jamais échangé du sexe contre de la drogue, un endroit où dormir une nuit, de la nourriture, contre la paix, pour faire plaisir à son partenaire parce que c'est son anniversaire, ou la Saint-Valentin, ou Noël? Qui n'a jamais couché en échange d'un voyage pour remercier d'un cadeau? En quoi est-ce que cela se différencie de la prostitution? Je vois dans vos yeux les questions qui émergent. Ne suis-je pas en train d'idéaliser le travail du sexe? Que de dire que c'est de la vente de services séductifs tout à fait semblable au travail qu'une femme fait gratuitement avant une date? J'aimerais vous répondre que non. Il va de soi que les femmes qui monnaient ce qui habituellement est considéré comme du travail gratuit sont très diversifiées, mais sont aussi en partie des femmes n'ayant pas la possibilité de faire un travail jugé plus valorisant. Pensons aux femmes de ménage, aux préposés aux bénéficiaires, aux prostituées et aux nounous. Des domaines qui sont majoritairement, même si pas uniquement, occupés par des femmes et ayant un pourcentage d'immigrantes et de femmes peu diplômées surreprésentées. C'est d'ailleurs pourquoi plusieurs organismes représentant des femmes racisées, pourquoi des organismes LGBT, entre autres, vont se tenir avec les travailleuses sexuelles dans la reconnaissance de leurs droits. Parce que lutter contre le stigma de la pute et contre la criminalisation, c'est surtout refuser que l'on contrôle le comportement, les déplacements, la sexualité et l'autonomie des femmes. D'ailleurs, ça c'est mon moment cute. J'ai passé mon temps de parole à vous expliquer qu'il n'y avait souvent pas de différence entre un couple et une relation client-travailleuse du sexe. J'ajouterai pour finir que si vous voulez vous sortir du schème du bénévolat sexuel, assurez-vous soigneusement de choisir vos partenaires selon vos propres attirances, d'y chercher du plaisir sexuel, de l'épanouissement, de ne pas donner de sexe, mais d'échanger quelque chose. Là-dessus, je termine mon court temps de parole et je nous souhaite une sexualité et un travail exempt de stigmatisation et de criminalisation et assez sécuritaire pour pouvoir avoir le choix.